Voilà, je suis donc Amélie Kahn, moi je suis responsable de projet de l'Inter-CPTS 91. Donc Formation. merci à vous tous, pardon, Je merci à sais vous pas tous si... de vous être connectés. Donc aujourd'hui, on vous propose un webinaire pour vous présenter les DAC, les deux DAC présents sur le territoire de l'Essonne. Vous présenter qu'est-ce que c'est que le DAC, à quoi ils servent, quand, comment et pourquoi les solliciter. Voilà, donc pour ça, nous avons Virginie Assaï du DAC Sud et Anthony Jagot du DAC Nord qui Bonjour. vont vous présenter la Bonjour. première partie. Moi, je vous présenterai ensuite un exemple concret de partenariat qui a été mis en place entre les CPTS et les DAC, toutes les CPTS de l'Essonne et les DAC. Et enfin, nous aurons le docteur Besançon qui nous présentera une solution pour transmettre vos données de santé, vos dossiers patients, notamment au DAC ou à d'autres structures, de façon sécurisée. Voilà, donc je vais laisser la parole à Virginie et Anthony. Bien, bonjour à tous. On est ravis aujourd'hui de vous présenter Bonjour. ce webinaire en collaboration avec l'InterCPTS 91. Donc, qu'est-ce que le DAC? Le DAC, c'est le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes. On est labellisé ARS et financé par le FIR, le Fonds d'intervention régionale. Ensuite, Virginie, je te laisse prendre la main pour la suite. Oui, pardon. Donc, je suis Virginie Assailly. Bonjour à tous et merci de l'organisation de ce webinaire. Pour ma part, donc, je suis référente de parcours de santé complexe au sein du DAC 91 Sud, mais aussi chargée d'animation territoriale. Et le DAC 91 Sud est porté par l'association SPES qui a aussi une particularité, c'est qu'on a aussi l'équipe mobile de soins palliatifs territoriales dans le sud de l'Essonne. Donc, au niveau des missions du DAC, donc on réalise des évaluations multidimensionnelles en concertation et en équipe pluridisciplinaire. En fait, on assure une coordination et un suivi des prises en charge en lien étroit avec le cercle de soins, puisque la mission des DAC n'a pas pour vocation, n'est pas effecteur de soins. On est plutôt, on arrive en appui auprès des professionnels de santé qui gravitent autour des situations. On arrive aussi en appui auprès, bien évidemment, du patient, de ses proches aidants ou non. Et on essaye de maintenir ce domicile avec les professionnels qui gravitent autour du patient et de faire le lien aussi avec la ville et l'hôpital. On effectue des évaluations multidimensionnelles à domicile. On a appuyé à la structuration des parcours, ça je l'ai dit, et on élabore en fait un plan d'action personnalisé sous forme d'un compte-rendu on envoie. Alors, on en parle bien évidemment avec le patient, avec la personne concernée, et s'il en est d'accord, on voit avec lui à qui nous pouvons envoyer ce compte-rendu, puisque c'est le patient avant tout qui reste décisionnaire de sa propre prise en charge et qui est acteur au sein de son parcours et qui décide à qui on doit transmettre les informations médicales ou médico-psychosociales. Et on a un rôle d'observatoire au niveau du territoire sur les parcours, les ruptures de parcours en tout cas. Donc le DAC, en résumé, voici un petit peu l'état des lieux. Notre fiche d'identité, on repose sur plusieurs principes. Tout d'abord, c'est ce que a dit un petit peu Virginie juste avant, respect des droits de l'usager et de ses souhaits. On est dans l'information de la personne. C'est important aussi qu'il soit acteur et qu'il ait son mot à dire quant à son orientation au niveau de sa santé. On a pour principe également la gratuité de nos interventions ainsi que la neutralité dans l'orientation et l'appui, c'est-à-dire qu'on ne va pas privilégier tel ou tel partenaire, on va vraiment faire un étalage global de la situation avec toutes les ressources présentes sur le territoire et on va orienter selon la ressource qui est la plus adaptée à la problématique ou aux problématiques de santé de la personne. Et enfin, respect des missions des professionnels, on y viendra tout à l'heure, mais c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on va intervenir en accompagnement, en appui par rapport aux professionnels et on ne va pas faire à la place d'eux. C'est important de le préciser. On a deux niveaux d'intervention. On a le niveau 1, qui est plutôt un niveau d'information d'orientation.
On va analyser et accueillir les demandes et on va orienter vers les ressources médico-sociales et administratives du territoire. Puis, on a un niveau 2 où là, on va rentrer vraiment dans l'accompagnement du parcours de santé complexe avec une évaluation 360, une évaluation multidimensionnelle de la situation, la mise en lien avec l'ensemble du cercle de soins et l'appui à la coordination avec l'ensemble des acteurs du système de santé ou de la prise en charge médico-sociale. On peut réaliser des visites à domicile et des visites également à domicile de suivi si l'accompagnement dure ou est complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux niveaux-là, on peut démarrer une situation en niveau 1 et elle peut évoluer ensuite en niveau 2. Ça, c'est important de le préciser. Donc, à chaque fois, on réévalue et on adapte notre prise en charge en fonction des besoins de la situation. On peut passer ensuite à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Le DAC, si vous deviez retenir quelques éléments, pourquoi on existe? On existe tout simplement pour appuyer les parcours de santé dès lors qu'il y a une ou des complexités qui peuvent être ressenties. J'insiste aussi sur le point que pour que le DAC intervienne, il faut qu'il y ait une problématique sanitaire qui soit identifiée, identifiable. Il peut bien sûr y avoir un cumul avec des difficultés médico-sociales ou sociales qui viennent se compiler, mais il faut qu'il y ait une problématique sanitaire de base. On intervient quel que soit l'âge ainsi que la pathologie et également quel que soit le lieu de vie. Ça, c'est aussi une des grandes forces du DAC. On a vraiment cette polyvalence à ce niveau-là. Le DAC s'adresse à qui? Il s'adresse à la fois aux professionnels du champ sanitaire et médico-social, à la fois aux patients, mais également aux aidants. Comment on intervient? Alors, l'équipe du DAC est composée d'une équipe pluridisciplinaire, ce qui fait un petit peu notre force, puisqu'on a une sensibilité à la fois sur le pôle médical, sur le pôle coordination, avec des travailleurs sociaux de formation ou des infirmiers de formation, ce qui permet d'avoir une sensibilité sur chaque situation et d'orienter au mieux vers les ressources du territoire. On intervient de façon graduée en fonction de la complexité de la situation. C'est ce que j'ai expliqué avant avec le niveau 1 ou le niveau 2. On intervient selon le principe de subsidiarité des ressources. Les professionnels du DAC ne sont pas effecteurs de soins et je précise également que nous ne sommes pas un dispositif d'urgence. Et on intervient en collaborant, en coopérant avec l'ensemble des professionnels du territoire, que ce soit les libéraux, les services médicaux et sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé, et toujours en étant en lien, dans la mesure du possible, s'il y a un médecin traitant dans la boucle. On intervient selon le respect du projet de vie de la personne. Il reste vraiment acteur avec une évaluation qui est 360 de sa situation. Et de là, on peut vraiment poser un plan d'action personnalisé qu'on va ensuite suivre tout au long de la prise en charge de l'individu. C'est bon pour moi. Alors, concernant l'animation territoriale, on a effectivement un rôle par rapport à ça. Enfin, on en a tous, hein, dans tout, tout le monde fait un peu de coordination et d'animation territoriale. Voilà, on essaye de promouvoir l'action des DAC auprès de l'ensemble des acteurs. On renforce et on développe les liens avec les partenaires et on soutient les initiatives et les projets des acteurs du territoire. Donc, on peut organiser différentes manifestations avec que ce soit sur plan purement santé ou médico-social et réaliser des actions conjointes. On favorise l'interconnaissance entre les acteurs et, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un rôle d'observatoire ou en tout cas, on essaye de travailler avec les partenaires sur ce rôle d'observatoire, de rupture et de voir si au regard de ce qu'on constate avec les partenaires, si l'offre est au regard. Donc, parce que, bon, bien évidemment, on essaye de répondre au mieux par rapport aux différentes situations puisque vous nous sollicitez quand il y a une complexité qui est ressentie. Mais encore faut-il au regard, en tout cas en face, il y ait l'offre qui soit adaptée pour pouvoir répondre aux différentes demandes. Et c'est là que notre rôle intervient par rapport à l'animation territoriale. Et puis aussi, on a ce travail d'administration du portail maillage 91, donc qui est un portail des deux DAC, nord et sud, où effectivement on recense l'ensemble des informations, des actualités des partenaires, de nos actualités aussi respectives, et des informations qui peuvent être utiles aux professionnels, aux professionnels et au grand public aussi. Donc voilà,
Pour poursuivre les propos de Virginie, justement, vous avez un focus sur le portail MyH91. Donc, c'est un portail qui est départemental et qui est une plateforme donc, santé et autonomie. Elle est à destination donc, des professionnels de santé, du médico-social, mais également du social. La particularité de ce portail, c'est qu'il est co-administré par DAC Sud et DAC Nord et qu'il permet la diffusion de l'actualité, mais également des événements à l'ensemble du territoire. Ça permet d'avoir donc du coup une meilleure lisibilité de l'offre de soins et des actions qui sont menées sur le territoire. Et si vous regardez un petit peu la diapo sur la partie droite, on a plusieurs parcours qui sont co-construits avec les partenaires et qui nous permettent d'avoir, nous en tant que professionnels et vous aussi, une meilleure lisibilité et d'avoir surtout des contacts. Souvent, on peut être un peu perdu avec cette multitude de dispositifs ou d'acteurs, et du coup, le but de ces parcours, c'est de centraliser sur une même fiche euh, l'ensemble du parcours avec l'ensemble des interlocuteurs pour qu'on puisse se repérer et avoir une meilleure lisibilité. Et donc, vous avez l'adresse mail, enfin, l'adresse du site en bas à gauche, Maillage 91. Alors voilà, vous pouvez voir les deux territoires d'intervention du DAC Nord sur 46 communes du Nord-Essonne et nous sur le DAC Sud 148 communes du Sud-Essonne. Pour autant, en fait, il y a le même nombre d'habitants, à quelque chose près. Comme vous pouvez le voir, le territoire du Nord-Essonne est plus concentré avec beaucoup plus de population. Et nous, à contrario, on a un territoire beaucoup plus étendu avec notamment des difficultés, surtout dans le sud de l'Essonne, d'accès de transport, pour se déplacer. C'est un petit peu plus complexe à ce niveau-là pour nous. Et vous avez nos coordonnées des deux DAC avec l'adresse mail générique, je précise. On va maintenant aborder deux cas pratiques pour que vous ayez un petit peu des infos sur ce qu'on peut rencontrer, les situations qu'on peut traiter au quotidien avec les équipes. Je vais commencer par un premier cas pratique pour le DAC Nord et après Virginie fera un cas pratique pour le DAC Sud. Donc on va partir un petit peu du tableau, de la situation. Donc Madame R, 81 ans, veuve isolée, antécédent de cancer du sein, prurigo, lésions cutanées extensives, hémorragie digestive, des troubles cognitifs débutants et un syndrome dépressif. Elle a malheureusement des chutes à répétition avec plusieurs hospitalisations, une incurie corporelle et du logement. Elle refuse de voir son médecin traitant et donc on assiste à une dégradation rapide de la situation et de son autonomie. On a été sollicité par qui? Donc, on a été sollicité par l'IDEL, l'infirmière libérale. Pourquoi? On a été sollicité pour plusieurs motifs. Tout d'abord, incurie, plaie cutanée, suspicion de début d'escar. Elle est opposée aux soins. Donc ça, c'est aussi important parce que ça va être à prendre en compte dans notre approche par la suite. Elle ne se lève plus et elle rampe au sol. Rupture des interventions du SAD, étant donné que l'accès au domicile devient compromis. Et les attentes de l'orienteur, donc de l'IDEL, c'est orienter la patiente vers une hospitalisation. On a fait du coup un petit peu, nous, l'état des lieux avec le cercle de soins pour réunir toutes les informations nécessaires. Donc en l'occurrence, il y avait un médecin traitant, il y avait l'IDEL, il y avait le GHNE en jumeaux, un cardiologue, psychiatre CMP, SAD et oncologue. Et au niveau de l'entourage de madame, on avait trois fils d'une première union, dont un enfant aidant. Voilà. On va passer maintenant aux actions du DAC. Comment on a pris en charge cette situation? Donc, tout d'abord, on a réalisé une évaluation multidimensionnelle au domicile avec une référente de parcours qui était assistée de notre médecin coordinateur. Ensuite, on est passé en concertation avec le médecin traitant et l'IDEL. On a pris contact avec le GHNE pour organiser un bilan gériatrique en urgence. On a pris ensuite attache auprès de madame pour négocier, pour organiser une consultation et planifier les transports entre son domicile et le GHNE. Un plan de soins a été mis en place avec le gériatre et l'assistante sociale référente, ce qui a permis aussi d'avoir un appui à l'organisation et d'organiser de manière sécuritaire le retour à domicile. Souvent, c'est aussi là le lien hôpital-ville, ou le lien du moins hôpital-retour à domicile, qui est à sécuriser, qui est important pour éviter les cas de rechute notamment. On a mis en place ensuite avec l'IDEL
en appui au médecin traitant et recherche d'un nouveau lien. Étant donné que le lien avait l'air rompu entre le médecin traitant et la patiente, eh bien, il a fallu rechercher un nouveau médecin traitant pour de nouveau avoir une situation de confort et surtout éviter une rupture de soins dans les semaines ou dans les mois à venir. On passe maintenant au rôle du GHNE dans cette situation. Donc, il y a eu bien sûr l'intervention du gériatre dans l'optimisation du parcours et dans l'anticipation d'une future dégradation si jamais il y avait un retour au domicile. Il y a eu un bilan HDJ, la planification des soins et la réorientation de la personne vers le cercle de soins. Il y a eu une mise sous protection avec la mandataire, notamment, qui a été initiée, et une réévaluation globale de la prise en charge APA. Le but aussi était de remettre en place un service d'aide à domicile qui soit efficace, avec un désencombrement et un nettoyage du domicile pour que le SAD puisse intervenir en confort. Voilà pour le cas du DAC Nord. Merci Anthony. Donc là, je vais vous présenter un cas pratique donc du DAC Sud. Donc c'est monsieur H, 36 ans, qui vit seul. C'est un patient en fait qui est arrivé en France en 2018, qui est arrivé pour son travail. Et on va voir que tout au long de son parcours, c'était beaucoup son travail qui l'a poussé, on va dire, par rapport à ses soins. En 2019, il y a eu une découverte d'un adénocarcinome libercunien suite à des épisodes de diarrhée importante avec des douleurs abdominales. On va au fur et à mesure du parcours se rendre compte qu'il y a eu une consultation cogénétique. Donc ce patient était aussi porteur de mutations très rares, le syndrome de Bloom, ce qui fait qu'il y avait une très forte intolérance aux chimiothérapies. Ah, On a perdu Virginie. Bon. Dans ce cas-là, ce que je vais vous proposer, déjà, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie, des commentaires, est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez intervenir? Sinon, je vais proposer de continuer, moi, par vous présenter du coup le partenariat mis en place et puis on reviendra vers le cas concret de Virginie quand elle arrivera à se reconnecter. C'est ça le Sud-Essonne, c'est compliqué. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter donc un exemple de collaboration entre les CPTS et les DAC, les deux DAC de l'Essonne, qui vient d'un parcours d'accès aux médecins traitants qui a été mis en place sur toute l'Essonne également entre le service MAS de la sécurité sociale et les CPTS. Donc, vous connaissez sûrement tous ce parcours. Ce parcours concerne les patients en ALD et ou âgés de plus de 70 ans. Il a été mis en place en 2023 et l'idée, c'était de centraliser au même endroit sur un tableau tenu par le service MAS tous les patients qui étaient donc en ALD ou de plus de 70 ans et qui avaient besoin d'un médecin traitant. Et ensuite, les CPTS venaient en renfort pour aider à trouver un médecin traitant à ces patients. Rapidement, on s'est aperçu que pour les patients en situation complexe, ben, les médecins qui sont déjà débordés et qui ont déjà du mal à assumer leur patientèle actuelle, eh ben, n'osaient pas, en tout cas ne prenaient pas en charge ces patients qui étaient en situation de complexité parce que ben, voilà, trop compliqué pour eux de se rajouter ça en plus. De là est venue l'idée de demander au DAC de s'associer au parcours, donc aux deux DAC, un nord et sud, et avec la possibilité pour les dossiers qui sont un petit peu complexes comme ça, de les solliciter en amont. C'est-à-dire que dès qu'on voit que le dossier va être compliqué, on demande au DAC d'aller faire une étude au domicile, d'aller mener l'enquête un petit peu, comme on dit, ou débroussailler pour éclaircir la situation du patient. Voilà, le DAC va pouvoir nous dire, par exemple, quels sont les besoins au niveau social de ce patient, quelles sont les personnes ressources qui peuvent être sollicitées, quelles sont les aides qu'il faudra mettre en place, quelle est l'histoire de la maladie un petit peu de ce patient et quels sont ses besoins en soins. Voilà des exemples
d'enquête que le DAC va mener. Ils vont donc se rendre au domicile pour répondre à toutes ces questions et ils vont établir un plan de soins. C'est ce qui vous présentait un petit peu au début de la présentation. Et ce plan de soins, ils vont nous le transmettre. Et comme ça, nous, on va pouvoir solliciter les médecins du territoire pour trouver un médecin traitant à ce patient, mais avec ce qu'on appelle, nous, le paquet cadeau avec le petit ruban d'emballage. C'est-à-dire qu'on leur envoie ce plan de soins et donc on leur dit, voilà, on a un patient qui est en situation de complexité, qui a besoin d'un médecin traitant. Mais il y a le DAC qui le prend en charge. Donc, tout ce qui est coordination médico-sociale, le DAC va pouvoir gérer et vous n'aurez que la partie médicale à vous occuper. Et donc, ce patient qui, à la base, pouvait être jugé comme complexe, ben, au final, ne vous prendra pas plus de temps, voire parfois même moins qu'un autre patient, parce que vous aurez le DAC qui sera là pour vous aider. Voilà. Donc les plus, c'est ça, hein, c'est que le médecin, il sait qu'il n'aura que la partie médicale à gérer. Il sait que s'il y a un problème qui survient à tout moment autour de ce patient, il pourra solliciter le DAC et travailler avec lui en partenariat pour résoudre ce problème et du coup s'alléger au niveau administratif. Et un exemple concret qui vous rend service au quotidien, c'est quand un patient ne peut pas se déplacer, qui a besoin de bons de transport ou de choses comme ça, le DAC il peut être en appui jusqu'à appeler les sociétés d'ambulance pour commander le transport adéquat ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une vraie aide pour vous au quotidien pour les patients qui peuvent être complexes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce parcours? Est-ce que des médecins qui ont déjà travaillé, ou des médecins ou autres professionnels, pardon, qui ont déjà travaillé avec le DAC veulent nous faire un court témoignage pour nous faire un retour de ce que ça leur a apporté? Veux bien. J'appuie les propos d'Amélie en disant que c'est vraiment effectivement un gain de temps énorme et parfois plus simple d'avoir des situations ultra complexes avec le DAC que des situations un peu bancales où on les prend en charge seul et finalement ça ne c'est plus chronophage quoi. Voilà, donc ça vaut le coup de d'essayer. Pareil, Et, j'en ai vu un il y a pas plus tard que, enfin, il y a pas plus tard qu'il y a une heure, pas une d'ailleurs. Donc oui, c'est une patiente que j'aurais pas pris du tout sans l'appui du DAC, hein, je le dis clairement, parce qu'elle était vraiment très lourde. Et bah là, en fait, c'est assez simple, quoi. Il y a juste les antécédents médicaux à prendre en charge et tout ce qui est toute la sphère sociale, effectivement, je gère pas. Et du coup, c'est plutôt, voilà, c'est plus qu'un ruban. C'est c'est le papier, le carton, tout. Ouais, il y a beaucoup plus qu'un simple ruban. Marianne a une question. Oui, bonjour. Je me permets d'intervenir parce que c'est vrai que ça peut nous arriver de temps en temps. On fait des bilans de conditions physiques dans le cadre justement de la reprise d'activité physique et on peut avoir des fois des situations complexes. Et je voulais savoir si nous, enseignants en APA ou maison sport santé, on peut faire appel au DAC sans être médecin. oui, je vais répondre. Du coup, oui, bien sûr, tous les professionnels du territoire peuvent contacter le DAC et c'est aussi la richesse, c'est-à-dire qu'on chacun va travailler sur ses compétences, mais on va tout mutualiser, nous, puisque c'est la force aussi du DAC d'avoir une vue d'ensemble de toutes les ressources du territoire. Donc oui, bien sûr, s'il y a des besoins, si vous détectez une problématique avec une problématique de santé identifiée de base, vous pouvez bien sûr nous la transmettre. Merci. Est-ce que... Non, Virginie n'est toujours pas revenue, visiblement, je sais pas. Mm. J'essaie de... Bon. Non, j'ai pas de nouvelles. Non. Et voilà, juste on a la chance d'avoir deux DAC bien présents et bien dynamiques sur le territoire. Et je pense effectivement que quelle que soit votre profession, il ne faut pas hésiter quand vous repérez des cas un petit peu Mm. complexes à les solliciter parce que non seulement c'est un vrai appui, mais ils font vraiment un travail de coordination qui est hyper intéressant de mettre tout le monde en lien et que c'est vraiment une plus-value pour la prise en charge de nos patients, quoi. Et Est-ce c'est qu'on pourrait... normal... Oui. Pardon. Pardon. Et c'est normal aussi parfois de se sentir en tant que professionnel face à une situation où j'ai plus de solution. Ça arrive aussi et c'est pas un échec pour autant. Et il faut déculpabiliser aussi cette situation-là et se dire que bah, il y a d'autres sources. On peut mutualiser euh,
la finesse, la sensibilité d'une situation pour arriver à trouver une solution s'il y en a une. Ça, c'est important aussi de prendre du recul sur ça et de ne pas se frustrer sur une situation qui peut vous poser problématique à chacun. Et je voulais savoir, au sein d'une ville, on passe par le CCAS qui passe chez vous ou on passe directement au DAC? Si vous voulez nous contacter, c'est ça? Par rapport à un patient. Si vous voulez nous contacter, alors sur la diapo dont Virginie va finir tout à l'heure, on a comment nous contacter. Il y a soit le téléphone, soit... ouais, très bien, exactement. En cas d'une demande d'appui, si vous voulez nous solliciter pour une situation, vous pouvez soit contacter en fonction de votre territoire. Vous vous situez où, vous, madame? Non, à Verrières-le-Buisson. Et donc, je trouvais que déjà, il y a le CCAS qui est un point de départ. Oui. Donc, est-ce qu'on passe d'abord par le CCAS et par vous ou directement par vous? Voilà. Alors, si vous, vous avez déjà... parce que la situation, il faut déjà voir un petit peu la situation de la patiente ou du patient. Quelles sont les problématiques déjà? Mm, mm. Par contre, quand vous allez nous contacter, vous pouvez déjà informer l'assistante de coordination que vous aurez au téléphone ou par mail de votre attache auprès du CCAS pour qu'elle soit déjà au courant et qu'il n'y ait pas un doublon en fait au niveau des tâches. Ça, c'est important aussi. D'accord. Mm, mm. Donc, quand vous nous contactez, l'assistante de coordination va construire avec vous une fiche d'évaluation avec les informations que vous allez lui donner. Et nous, ensuite, on va staffer en équipe cette situation-là. Mais si déjà vous, vous avez déjà des billes avec les actions que vous avez déjà mises en place de votre côté, nous, déjà, on gagne du temps aussi. Et d'où l'importance d'anticiper les situations. D'accord. Voilà. Merci. De rien. Arnaud? Oui. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on peut déclencher sur Entracte le DAC? Non, Euh, les DAC n'ont pas en tract. non. On- Les DAC n'ont pas en tract, mais on peut très bien passer par les coordinateurs des CPTS sinon. oui. D'accord, Et donc puis, bah, on déclenche le coordinateur et après vous. Il y a une prise de contact après, oui, en effet. Ouais. D'accord. voilà. Ou sinon, bah, juste après, docteur Besançon va présenter une autre solution. Bonjour, j'ai une question. Je suis docteur Abichaud, médecin généraliste à Massy. Je Oui, suis arrivée un petit peu en retard par rapport au début de la présentation. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir Alors, l'accord du patient et de la famille pour... c'est une très bonne question. Il doit y avoir l'information et pas forcément le consentement. La D'accord. personne doit être informée que le DAC a été, va prendre la tâche. Néanmoins, le consentement n'est pas nécessaire. Voilà. Ok. D'accord, merci. Oui. d'autres réflexions ou questions? Toujours pas de nouvelles de Virginie. On va donc donner la parole au docteur Besançon. Toc, toc, toc. Je retourne. Voilà. Merci Amélie. Donc moi, je suis Fabien Besançon, je suis médecin généraliste. Alors, je suis dans le sud-Essonne. J'allais faire une blague pas drôle sur nos moyens dans le sud de l'Essonne, puisque Amélie disait tout à l'heure qu'on avait perdu Amélie parce qu'elle était dans le sud. Donc moi, j'ai pas la Virginie, ouais. couleur sur mon PowerPoint, vous allez voir, hein, c'est très sobre. On n'a pas de couleur dans le sud-Essonne, voilà. Non, l'idée là, c'était de vous reparler un peu des messageries de sécurité de santé. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est un sujet connu. Mais il y a peut-être voilà, peut-être que des interrogations. Il y a encore beaucoup d'idées reçues. Quand je discute avec les uns et les autres, on le voit. Alors, la plupart du temps, les idées reçues, elles sont quand même du côté des établissements de santé plus que des libéraux qui sont sensibilisés au sujet depuis un petit moment. Néanmoins, ça vaut toujours le coup de rappeler un peu tout ça. Donc, je veux bien que tu nous passes sur la slide 2 du coup. Ouais, c'est ça. Donc, une messagerie sécurisée de santé, c'est quoi? Alors, souvent, j'entends, oui, mais moi, les mails, ils sont sécurisés. Mon fournisseur d'adresse mail, il code les trucs, les échanges. Sur mon ordinateur, les données, elles sont sécurisées. WhatsApp, le flux est sécurisé. Oui, c'est vrai, mais ça va au-delà. Les messageries sécurisées de santé, c'est certes des échanges qui sont codés, qui sont sécurisés, qui sont cryptés, mais c'est aussi tout un ensemble de prérogatives et de paramétrage et de prérequis qui imposent un certain nombre de choses, et notamment bah, sur un certain type d'authentification, des délais de verrouillage de la solution.
parce que quand j'envoie un message sur WhatsApp à quelqu'un, je ne sais pas comment est-ce qu'il verrouille son téléphone. Ça se trouve, son téléphone, il n'y a pas de code de verrouillage, tout le monde peut y accéder. Alors qu'une messagerie sécurisée de santé, au bout d'un moment, ça se verrouille, il faut rentrer de nouveau le code, il faut de nouveau s'authentifier. Les mails, c'est pareil. Je ne sais pas comment les gens, au bout de leur ordinateur, paramètrent leur ordinateur pour que ça se verrouille ou pas. Donc les messageries sécurisées de santé, c'est ça. Mais c'est aussi des lieux d'hébergement. C'est pas hébergé n'importe où, n'importe comment, sur n'importe quel type de serveur. Donc une messagerie sécurisée de santé, c'est assez bien défini et c'est ce qui permet légalement d'échanger des données de santé, des données sensibles qui concernent nos patients. L'avantage aussi des messageries sécurisées de santé, c'est que comme le cahier des charges, il est régi par le législateur, bah, il s'intègre plus facilement dans nos écosystèmes professionnels. Et du coup, ça permet une interopérabilité parce que il y a des prérequis sur la façon dont ça fonctionne. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante du coup. Alors j'en ai parlé, hein, la garantie, pourquoi utiliser les messageries sécurisées de santé, et plus particulièrement, alors, je me focalise un peu sur MS Santé, parce que MS Santé, c'est le service universel de messagerie sécurisée de santé. C'est celui qui est gratuit et mis à la disposition de tous les professionnels de santé qui est du coup celui qui est prévu dans le Ségur du numérique et qui permet à nos logiciels médicaux, nos logiciels professionnels d'être intégrés avec cette solution-là. Donc la plupart du temps, si vous avez des logiciels Ségur, bah, dedans, vous avez une intégration de MS Santé, ce qui vous permet de l'utiliser beaucoup plus facilement dans vos outils au quotidien. Et comme on l'a dit tout à l'heure, et ben, du coup, MS Santé, c'est une messagerie sécurisée de santé. En plus, c'est celle officielle et du coup, elle respecte complètement le cahier des charges des logiciels, des solutions de messagerie sécurisée de santé. J'aime bien que tu passes à la suivante. Alors l'avantage pour les professionnels de santé, c'est que du coup, vous avez des échanges qui sont sécurisés pour des données de santé et qui vous permettent d'échanger tout type de documents en respectant à la fois la législation, mais aussi en étant sûr que bah, ces données, elles vont pas être baladées à droite à gauche, qu'elles vont pas être accessibles à n'importe qui. Vous pouvez aussi bien envoyer bah, du texte dans un corps de mail que des documents en pièces jointes comme des ordonnances, des comptes rendus, des protocoles. Laurence, on a ton micro qui est activé. Ça y est. Merci. Je veux bien que tu passes à la suivante, du coup. Alors, l'intégration quotidienne, pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemblait quand on passe pas par un logiciel métier, je vous montrerai après. Alors, soit c'est intégré dans vos logiciels métiers et du coup, bah, c'est votre logiciel, vous le connaissez, donc c'est pas compliqué à utiliser. Soit vous utilisez une interface d'un tiers, puisque ça peut être intégré dans des solutions autres. Mais après, vous avez l'application officielle qui est gratuite et qui est mise à disposition de tout le monde, qui est Mailiz. C'est celle que je vous montrerai. C'est comme un webmail que vous utilisez pour Google ou n'importe quel type de webmail, avec une interface bah, que vous connaissez, que vous utilisez déjà pour d'autres solutions, qui est très simple d'utilisation qui est utilisable bah, sur un ordinateur, mais aussi sur des appareils mobiles. Alors, soit sur un navigateur de tablette ou de téléphone, soit via des applications qui ont été créées pour nos appareils mobiles. Et cette application Mailiz vous permet également, pour ceux qui ne l'ont pas encore, de créer votre adresse MS Santé directement avec un système qui est plutôt simplifié et qui se base sur votre CPS, votre ICPS, ou après, si vous voulez rentrer manuellement les informations. Je veux bien que tu passes la suivante. Alors, on en parle ici parce que le webinaire, c'était sur sur les DAC. Euh, il existe plein de solutions pour échanger des données patients. On sait tous, on le vit au quotidien avec les établissements de santé, que une solution universelle, ça n'existe pas, que chaque établissement, chaque structure souhaite utiliser sa solution à elle ou celle qu'elle a choisie. Mais pour que tout le monde se mette d'accord, c'est compliqué. Mais on a MS Santé et les adresses MS Santé, pour le coup, elles sont universelles et elles sont utilisables par tout le monde et pour tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, tous les professionnels de santé peuvent avoir une adresse MS Santé, mais également tous les dispositifs du médico-social peuvent créer des adresses MS Santé. Donc les DAC en ont, ce qui vous permet d'échanger directement avec eux des données patients de façon sécurisée. Mais nous, dans les CPTS aussi, on a créé des adresses MS Santé, donc on peut aussi échanger des données patients
via des adresses MS Santé si on n'a pas Entracte, si on n'y arrive pas ou si ça bug ce jour-là. Une petite démo vite fait, mais enfin, Ouais, j'ai j'arrête. J'arrête. étonné personne aujourd'hui avec ça. Hop, faut que tu m'autorises. Yes. Allez, hop, je vous partage. Alors là, je vais l'utiliser. Mince, il faut que j'autorise un truc de mon côté avant. Hop. Alors moi, je l'ai directement dans mon logiciel métier, mais comme le but, c'est pas que je fasse la pub de mon logiciel métier, parce que d'une part, ça me rapportera rien, et d'autre part, après, on va dire que j'ai des conflits. Et justement, ce que j'allais faire, c'est que j'ai failli vous partager mon logiciel métier. Alors, Chrome, il est où? Attendez, je le cherche dans les trucs que je dois vous partager. Pourquoi je le vois pas? Ah si, c'est là, c'est bon. Ah, c'est parti. Vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc ça, c'est mon webmail, Mailize. Alors, si on se déconnecte, hop, pour revenir sur la page de connexion. Donc d'ici, vous pouvez déjà créer directement depuis cette page-là. Alors, je sais plus où c'est. C'est là. Vous souhaitez bénéficier d'un compte gratuit de messagerie Mailize. Donc, dès la page, vous pouvez activer votre compte, ce qui va permettre de créer votre adresse MS Santé si vous ne l'avez pas déjà. Alors moi, j'en ai déjà une. Donc, je vais m'identifier avec ma CPS. Il devrait bien. Alors là, en l'occurrence, j'ai ma CPS qui est connectée, mais on peut très bien le faire aussi avec sa ICPS. Et voilà. Et là, je me retrouve sur mon webmail. Donc, c'est vraiment une interface que tout le monde connaît, tout le monde utilise. C'est hyper simple. Là, c'est tous les messages que j'ai reçus ces derniers jours qu'il faut que j'archive. Mais je peux avoir accès à la rédaction des nouveaux messages. Je peux créer des dossiers pour les classer si je le souhaite. Ce que j'utilise pas parce que moi, ça, c'est intégré directement dans mon logiciel métier. Et depuis cette page, alors, l'autre jour, j'ai regardé sur mon téléphone. Donc, vous avez les contacts que vous utilisez régulièrement, mais vous pouvez aussi retrouver l'annuaire MS Santé avec toutes les adresses et vous pouvez les rechercher. Chercher si votre correspondant professionnel de santé, il est dedans. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez créer son adresse ici. En sachant que toutes ces informations, vous allez les retrouver aussi sur l'annuaire Santé Pro, qui est l'annuaire officiel qui vous permet de retrouver les professionnels de santé, alors qu'ils aient une adresse MS Santé ou pas. Mais si on cherche ici, on va me retrouver en principe. Et là, on va voir que j'ai bien une adresse MS Santé. Donc avec ça, même si vous n'avez pas dans votre carnet d'adresse le professionnel de santé avec qui vous voulez échanger, et ça, moi, je le fais régulièrement, bah, vous pouvez retrouver son adresse ici et vous pouvez lui envoyer des documents directement. Donc, ouais, c'est vraiment pas compliqué. Je veux bien que tu nous passes du coup, ouais, c'est celle-ci, ouais. Donc les aspects réglementaires, on va pas s'attarder dessus, hein, ça n'a pas de sens. Mais voilà, ce que je voulais vous redire, c'est que à partir du moment où c'est une adresse, enfin c'est un moyen, c'est une messagerie sécurisée de santé, par définition, ça respecte le cahier des charges du législateur. C'est le cas pour MS Santé et ça respecte toutes les normes en vigueur, la traçabilité et l'authentification forte. Et puis ce sont bah, forcément des outils qui sont fiables. J'aime bien que tu passes la slide suivante. Voilà, hein, vous l'aurez compris, l'idée c'est d'avoir une solution qui soit simple à utiliser, qui vous permette d'avoir une coordination avec vos interlocuteurs habituels, qui vous évite de perdre des données, de passer à côté de quelque chose et qui s'intègre très facilement dans vos exercices. C'est comme ça que ça a été réfléchi, c'est comme ça que ça a été mis en place. On peut dire beaucoup du Ségur du numérique, mais pour le coup, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal et qui est censé être dans tous nos logiciels métiers. Donc vraiment, c'est une bonne solution. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous l'utilisez pas déjà, hein, vous avez vu ce qu'il vous reste à faire. C'est pas compliqué de créer une adresse et vraiment, ça fonctionne facilement. Merci. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Pour
Non, j'ai perdu ma question. Pour contacter les patients sur MMS Santé, Ouais. comment on Oui, fait? alors c'est possible maintenant, puisque à partir du moment où ils ont activé leur espace numérique en santé, on peut Hmm. communiquer avec eux sur les adresses MS Santé. Alors, ce que moi, je ne fais pas, je peux vous retrouver l'information, mais alors l'adresse, c'est le numéro d'INS, arrobase, et c'est là que j'ai un doute, je ne connais plus la fin de leur adresse mail. Ça doit Où est-ce être que je vais peut-être retrouver ça? MMS Santé. Je me demande si c'est pas patient. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est le numéro d'INS du patient, arobase patient.mssanté.fr. Et de la même manière que du coup, quand on dépose un document dans leur espace santé, ils sont prévenus par une notification mail ou push s'ils l'ont activé sur le smartphone. Bah là, c'est pareil. Quand on leur envoie un mail via MS Santé, ils sont prévenus soit par mail, soit par notification push. D'accord. Moi, mon logiciel, il me met directement en lien avec les courriers de MMS Santé. Mais enfin, j'ai pas mal des patients qui je reçois pas leur courrier automatiquement. Donc, même des hôpitaux de Paris, par exemple, Hmm. logiquement, ils sont automatiquement liés à la MMS Santé. Mais j'ai pas tout sur Ouais. mon logiciel. Donc, pour aller chercher mes courriers sur Mailiz, est-ce que je peux passer par les noms de patients ou pas pour avoir si j'ai quelque chose des reçus au nom de ce patient-là? Bah, le patient, lui, si ça a été déposé par l'établissement de santé dans son espace santé, lui pourra te le faire suivre. Hein. Euh, Par contre, si ça a été déposé dans son espace numérique en santé, alors c'est indépendant hein, des adresses MS Santé, hein, c'est anciennement le DMP. Toi, tu peux y accéder si tu es son médecin traitant déclaré et s'il s'y est pas opposé. Hmm. Normalement, tu peux récupérer des documents. Il faut juste que tu sois connecté avec ta CPS ou ta ICPS sur ton logiciel pour accéder à son DMP. Oui, ça, je le sais faire, mais par rapport à la liste des tout ce que je reçois comme courrier, enfin, Ouais. en dehors de la présence du patient avec sa carte vitale, Mhm. est-ce que je peux faire ma recherche avec le nom de patient pour avoir si j'ai des courriers des spécialistes ou Ah, des hôpitaux de reçu? si tu as reçu dans ta boîte à toi, dans ta boîte MS Oui, Santé, si tu as reçu. Ah, d'accord, j'avais pas compris ta question. Oui, alors effectivement, moi, ça m'arrive régulièrement d'être en retard. Vous l'avez vu, hein, là, j'ai 10 jours de retard sur l'archivage de mes documents reçus par MS Santé. Mais du coup, soit dans Mailise, soit dans ton logiciel peut-être. Moi, dans mon logiciel, c'est le cas, mais dans Mailise, en tout cas, c'est possible. Tu peux faire une recherche par nom de patient pour qu'il te retrouve le mail. Enfin, si t'as reçu un mail le concernant dans ton adresse dans ta boîte MS Santé. d'accord. Ok, Donc c'est merci. possible, ouais. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, c'est un peu décousu, mais on a Virginie qui s'est reconnectée. On va peut-être lui proposer de finir la présentation de son cas Ouais, je suis patient. vraiment désolée, hein. Quand je vous dis qu'on est dans un territoire très lointain. Oui, donc en fait, ce qui est important de retenir, donc on a été orienté pour ce monsieur par le patient lui-même sur les conseils de son oncologue. En premier lieu, c'était surtout pour un soutien psychologique et une problématique plus ou moins de douleur, mais qui n'était pas prégnante à ce moment-là. C'est plutôt pour une souffrance morale au tout départ. Et le monsieur attendait vraiment un besoin de soutien par rapport à sa situation. En cercle de soins, il avait par chance enfin, un médecin traitant, une infirmière. Il était suivi par un oncologue. Et au niveau de la chirurgie, par un hôpital parisien. Et ensuite, il a eu un deuxième avis à l'hôpital franco-britannique. Et ses parents vivent en Tunisie. Il avait une sœur qui était décédée d'un cancer et un frère qui habitait à proximité. Ce patient était exclusivement dans un projet curatif et il souhaitait retravailler au plus vite. D'ailleurs, il avait repassé un entretien avec un nouvel employeur et je tiens à souligner dans cette situation
que l'employeur, même en connaissance de sa situation clinique, a adapté en fait son emploi du temps, son organisation de façon à ce qu'il puisse travailler et faire le maximum de télétravail. Et ça, je tiens à saluer ça. On a réalisé plusieurs visites à domicile d'évaluation. On a fait un appui social pour l'aider à rédiger son dossier MDPH. On a fait aussi des demandes d'aide financière pour les produits non remboursés, notamment via le CCAS pour toutes les crèmes pour l'eczérose cutanée. Et on a eu un lien aussi avec le consulat de France en Tunisie pour que ses parents puissent venir le rencontrer le plus souvent possible et surtout prolonger leur visa au-delà de la validité légale. Donc, il y a eu un fort soutien aux proches par rapport à cette situation. Et comme il a eu des déplacements en Belgique pour sa formation professionnelle, on s'est mis aussi en lien avec l'hôpital de Jolimont, de façon à ce que s'il y avait des symptômes réfractaires ou d'inconfort, ils puissent être adressés à l'hôpital le plus proche et les solliciter si besoin. La particularité, effectivement, dans cette situation, c'est qu'on a demandé à l'équipe mobile de soins palliatifs de l'association SPES d'intervenir par rapport à la spécificité de l'équipe mobile pour tout ce qui est rédaction des prescriptions anticipées et pour le travail de lien avec l'équipe mobile du CHSF, puisque les soutiens psychologiques étaient organisés au CHSF lorsqu'il allait en hôpital de jour ou en consultation avec l'équipe mobile. On a fait voilà, plusieurs propositions de protocoles pour les soins de bouche, pour les prescriptions d'anxiolytiques, des rotations d'opioïdes, etc. Et on avait un lien régulier avec le SAMU. Avec la pharmacie de proximité, on a pu aborder avec lui les discussions anticipées et un soutien fort et intensif lors de ces hospitalisations répétées pour neutropénie. Le patient est décédé en juillet 2023, entouré de ses proches, et on a pu aussi assurer un soutien auprès de la famille au moment du décès du patient. Et puis au moment aussi du départ en Tunisie, de l'inhumation et du retour de la famille, enfin en tout cas de son frère en France. Et puis on s'est mis à disposition pour l'écouter et le soutien. Voilà. Et je terminerai par dire parce que c'était une très très belle rencontre pour moi et je garde un très bon souvenir de cet accompagnement. Merci beaucoup. Merci Virginie. Je vous remets les coordonnées des DAC. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou derniers commentaires? Eh bien, écoutez, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre Merci. participation. Désolée pour les problèmes Merci. techniques. Ah, ça arrive. Merci donc aux intervenants, à Anthony Jago, à Virginie Assaï et au docteur Besançon. Oui, désolé pour les Merci. contretemps et le côté décousu du webinaire. Et voilà, et je le rappelle, ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube, sur les sites internet et sur le site Maillage.